Bonjour Joanne, maman. Je te remercie beaucoup d'être là et de te prêter à ce jeu d'interview que j'ai commencé à faire auprès de mes proches. En fait, interviews qui servent à montrer des personnes qui peuvent être donc médecins, enseignants, chamans, thérapeutes, mais d'une manière à les présenter dans la personne qu'ils sont au quotidien, dans leur douceur, dans leur vulnérabilité, dans leur souffrance aussi, mais présenter l'être humain en fait aujourd'hui que tu es. Et aussi, j'aimerais te demander, donc au-delà justement de cette chamane, cette thérapeute, cette guérisseuse que tu es, qui es-tu? Mmh. Euh, J'avoue que je suis quand même très émue parce que ce n'est pas n'importe qui m'interviewe et en plus qui veut aller aux profondeurs de moi-même, mais mon propre fils, mon enfant et je comprends l'objectif. Et je n'aime pas non plus trop parler de moi, de ce que j'ai vécu. C'est pour ça qu'il y a très peu de vidéos comme celle-ci. On va dire même que c'est la première. Alors, grâce à toi, à ta force et tes intentions claires, oui, qui suis-je? Hmm. Même si je suis beaucoup, je touche beaucoup de domaines, je pourrais dire que je suis en fait un enfant qui a été frappé et des fois durement frappé, aussi bien par mon père que par ma mère, même si ma mère frappait moins violemment. Et même si dans le milieu où j'ai vécu, les enfants ainsi frappés, ça semblait être normal. Oui. J'ai pas l'impression qu'il y avait des enfants traumatisés, puisqu'on était un peu tous semblables, dans les mêmes conditions, avec des parents qui avaient leur violence, leur colère, mais qui n'ont jamais rien appris de la gestion des émotions, même s'ils étaient aussi très amoureux, c'est qui rendait la vie difficile. C'est avoir des parents qui vous aiment, des parents bien centrés dans quelque chose de profond, mais qui vous maltraitent quand même. Et si mon père n'était pas là, ma mère se chargeait de mettre toujours dans un coin un bâton pour le représenter. Et j'avais un père aussi au volage, alors il était rarement là. On était comme des oisillons qui se réfugiaient à Merci de côté de ma cette mère. présentation de ton enfant. C'est bien, tu me fais avancer. J'ai un petit programme de questions, mais finalement, je me laisse aussi libre d'improviser. Et du coup, est-ce que tu te sens aujourd'hui guéri de ces blessures d'enfance que tu abordes tout de suite? Euh, c'est ce que je ne révèle pas souvent. C'est mes souffrances d'enfant. Or, les souffrances d'enfant, souvent, représentent des traumatismes qu'on peut traîner jusque dans l'âge adulte. Donc, en fait, certes, je ne peux pas prétendre d'être totalement guérie, mais une de mes raisons d'évoluer, c'était de guérir de mes souffrances, de devenir un meilleur parent. C'était mes priorités. Parce que je fais partie des gens qui n'ont pas voulu être thérapeute. Et donc, ce que je cherchais surtout, c'est à guérir de mes propres violences engendrées par tout ça. Euh, Essayer d'épargner les autres. Ce qui a fait surgir une grande sensibilité à la souffrance, aux êtres humains, et je me passionne.
Et du coup, est-ce que tu fais un lien entre tes souffrances d'enfance et la femme adulte chamane que tu es devenue? Tu sais, un peu comme si tu as souffert, donc tu veux éviter aux autres de souffrir, ou tu, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? On pourrait dire oui, qu'il y a un lien de cause à effet, même si depuis mon enfance, comme je suis clairvoyante et clairaudiente, j'ai toujours vécu entre plusieurs mondes, le monde de mes parents et le monde des esprits. J'entendais des voix, j'entendais appeler mon nom. C'est qui me terrorisait quand j'étais enfant. Je voyais des spectacles, mais ça ne m'angoissait pas outre. Euh, Ça me rassurait même. Je pensais que tout le monde était pareil. Et ce que j'ai appris par rapport à cette question très intéressante, c'est à me guérir, mais à ne pas projeter pour autant sur les autres, pour vouloir les enfermer dans les étiqueter, commencer à douter d'eux. Mhm, Certes, quand j'ai débuté à être une personne publique, on va dire, mhm, j'ai, je me rappelle bien de grandes périodes où ma souffrance avait trop le dessus. Et ce qui me rendait fragile parce que du coup, lorsque les gens ne savaient pas prendre, ou lorsqu'ils ne savaient pas me reconnaître, me tendre une perche, se conduire en sœur avec moi, euh, des fois, ça m'était arrivé de bouder, de les punir. Et du coup, je ne voulais plus qu'ils me rappellent. Et ça, cette attitude, ça a pris quand même une place importante parce que pour guérir ça, c'est pas en quelques mois, c'est des années où j'ai beaucoup appris à me parler, j'ai beaucoup appris à tenir compte de moi, j'ai beaucoup appris à faire la différence entre ma souffrance et celle des autres, même si je ne suis pas encore parfaite. mhm. Et du coup, j'en profite aussi pour le dire publiquement. Tu es ma mère et tu es aussi la personne la plus consciente que j'ai vu rencontrer de ma vie, que j'ai vue de ma vie, que je connais. Et j'aimerais te demander, et c'est bien, c'est dans la continuité de ce dont tu parles juste avant, c'est comment est-ce que tu vis l'observation des êtres humains, tant dans leur comportement maladif, les jeux de rôle, les jeux de pouvoir, les guerres, les souffrances, mais aussi dans leur manière de pouvoir être généreux, faire confiance, donner sans compter. Tu vois, comment tu vis ta conscience d'observer les êtres humains? C'est très délicat. Hum, Non seulement j'ai appris en fait en m'occupant de moi, sans minimiser mes souffrances et leur place dans mon évolution, dans ce que je souhaitais pour chaque être vivant, de tous les règnes d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup écouté en fait ce qu'on appelle les entités spirituelles, que je voyais, que je rencontrais, qui m'amenaient vers des voyages, qui m'enseignaient des choses. Et à force de m'introduire dans les situations de vie humaine, j'ai beaucoup appris d'eux. Et en fait, si certaines personnes m'énervaient, me désespéraient et me révoltaient, en observant comment les guides se conduisent avec les êtres, en ressentant l'amour profond qu'ils leur portent, en disant dans leurs enseignements, pour rappeler que tous nous ne sommes que des enfants,
fragiles et combien nos traumatismes influencent nos actions. En fait, je crois que j'ai beaucoup d'abord mimé les entités spirituelles. J'ai copié. Au début, je les ai copiés sans ressentir vraiment ce qu'ils vivaient. Et au fur et à mesure que j'ai osé mimer, copier, ça m'a permis de développer vraiment une conscience en effet autre et de la tolérance et beaucoup de compassion. Je viens de loin, de très loin. J'étais une très grande malade. Oui, donc en gros, tu ne juges plus ou moins, beaucoup moins le comportement maladif de quelqu'un. Tu es plus dans compatir avec ce qu'il a vécu, qui l'a amené à être ce qu'il est. C'est ça? Exactement. Ce qui n'empêche pas, vu que je ne me suis pas réalisée, d'avoir des moments de découragement, d'essayer de me sortir des liens, de me bloquer dans ma façon de communiquer. Mais c'est comme si c'est au niveau du temps en fait. J'ai raccourci le temps et c'est au niveau de continuer à tendre des perches. Alors même que des fois je sentais que ça touchait mon orgueil et ça faisait réagir mon bouboule, comme on appelle. L'ego. L'ego. Et oh là là, c'était un des grands travaux. Je me dis, ça aurait pu être reconnu comme peut-être le 13e travaux d'Hercule. C'est pacifier l'ego, lui ramener de l'amour, de la lumière, l'aider à comprendre les autres. Oui. C'est joliment dit. Répondu. Oui, oui, très bien, merci. Cette fois, je change tout de sujet radicalement. D'accord. Tu as passé la majorité de ta vie en France, en Suisse, et puis grâce à ton métier ou ta vie privée d'ailleurs, tu as voyagé dans le monde entier. Mais te connaissant très bien, maman, je sais que tu gardes un lien très fort et particulier avec Madagascar. Donc j'aimerais te demander, 40 ans après avoir quitté Madagascar, qu'est-ce que représente cette île pour toi? C'est vraiment le berceau de ma naissance. Quand je suis à Madagascar, je suis comme un poisson dans l'eau. Je me sens dans le lieu que j'ai choisi pour m'incarner. Même s'il y a des tas de choses qui me dérangent sur Madagascar, qui me peinent, et que j'ai beaucoup de rêves que je n'ai pas réalisés avec le pays et aussi avec le peuple, avec ma famille. Quand je suis à Madagascar, j'ai l'impression que je redeviens juste un enfant libre. J'ai l'impression que je peux faire n'importe quoi et que ma priorité, c'est d'abord de m'amuser. Oui, c'est léger, oui, Madagascar, c'est vraiment mon pays. J'en ai fait une chanson d'ailleurs, c'est chez moi. Et j'aime beaucoup aussi, pour parler de toi, parce qu'on a cette complicité par rapport à Madagascar. Mes autres enfants aiment énormément Madagascar, mais quand on y est, il y a quelque chose, c'est comme si on touche d'autres zones. Oui. Oh, merci. Et à l'inverse, je sais que ça a été un chemin pour toi d'arriver en Europe avec le côté Occident, mais aussi avec ta condition de femme en Europe, ta condition de noir en Europe et ta condition de chamane.
Donc ça a mis du temps, on va dire. Oui. Mais aujourd'hui, comment tu vis ta condition de femme noire chamane en Europe? Ben, j'ai bien fait de ne pas lire tes questions. Je sais pas, si tu n'avais pas été mon fils, je n'aurais pas répondu à beaucoup de tes questions. En fait, ce que ça me rappelle d'abord, c'est qu'il est vrai que quand je me suis mariée déjà, j'étais plongée dans cette condition d'être une femme exotique mariée à un homme blanc. On a beau ne pas être dans le racisme, mais j'avais, pour parler de moi, des complexes quelque part quand même d'infériorité, où je me suis sentie non seulement moins importante, moins grande, moins utile, et reconnaissante d'avoir un partenaire qui pouvait subvenir à mes besoins et s'occuper bien de mes enfants sans abandonner même ma famille. Mais en fait, j'ai du mal à trouver ma place parce que tout cela constituait une prison quand même quelque part au fond de moi-même. C'est comme si je ne pouvais pas exister, que je n'étais pas intelligente, en tout cas je l'étais moins, que je n'avais rien à dire, et que même ma sagesse ne pouvait pas être placée. C'est comme si c'était quelque chose qui n'était pas recherché, qui était sans valeur. Ouais. Alors, d'autant plus que aussi bien ton père que mon mari actuel, ton père est chirurgien dentiste et Tal est médecin. Et j'ai pas fait suffisamment d'études pour pouvoir me comparer à eux. C'était ouais, c'est au niveau de la culture générale. Voilà, la culture générale, et même parler de la santé. Même si j'ai pu faire des miracles dans mon enfance, dans le monde empirique, le fait par exemple que j'avais de l'énergie, que des gens s'attroupaient pour me toucher la peau, ou pour me toucher les cheveux. Il faut dire que j'étais aussi différente en ce qui concerne ma couleur de peau et puis mes cheveux. En fait, j'avais tout pour être... Tu étais déjà différente, Amada? Oui, déjà. Depuis mon enfance, j'ai déjà été un peu... je sais pas. Là-bas, à Madagascar, je n'étais pas un loup noir, puisque de couleur de peau, je fais partie des malgaches parmi les plus clairs. Donc, j'étais un loup blanc. Et en France, il y avait cette couleur noire. Mais curieusement, je n'ai pas souffert du tout de ma couleur de peau. Pour deux raisons. Parce que je suis tombée dans des familles où il n'y avait pas de racisme. L'infériorité que je sentais, c'était plutôt au niveau culturel. Que je ne pouvais pas avoir des choses à dire, que je ne pouvais pas... que j'avais rien à partager. Et c'est aussi ça qui me rend sensible aux êtres humains, que j'ai découvert plus tard, de toutes les couleurs, blancs, des Suisses, des Français, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, qui, alors qu'ils venaient d'autres situations, beaucoup se dévalorisent et ne savent pas prendre leur place. Donc ça m'a aidé en fait à comprendre, mais ça a été très dur pour trouver ma place, surtout auprès de Tal. Qui est non seulement médecin, mais conférencier international, et en plus qui parle de la santé holistique.
ça dépassait l'entendement par rapport à ce que j'ai vécu avec ton père, qui était déjà, lui, ouvert à la méditation, au temple hindou, euh, qu'est-ce qu'on pourrait encore dire, à l'homéopathie, qui m'a beaucoup, beaucoup enrichi déjà, naturellement. Mais avec Tal, c'était vraiment... Le décalage était trop. J'ai eu un mal fou à trouver ma place. Oui, parce que c'est l'aspect notoriété, Voilà. célébrité. Quand on faisait des conférences, il avait déjà des fans. Des milliers et des milliers de fans. Alors, pour me construire, trouver ma place de femme noire et de femme noire non diplômée en médecine et moins intéressée aussi en médecine, qui n'était pas formée et qui devait prendre la parole parce que ça s'est passé comme ça. Parce que Tal a souhaité que je sois à ses côtés. Au début, en fait, c'était un peu par possessivité. Alors, ça fait un espèce de mélange de gens bizarres entre une femme qui ne veut pas être thérapeute, qui ne veut pas enseigner, et un homme qui ne veut pas qu'elle soit dehors, mais qu'elle fasse partie de sa vie. Mais petit à petit, j'ai compris que c'est justement toutes mes difficultés qui étaient le tremplin de ce que je pouvais apporter, qui étaient les bases de la valeur de ce que j'avais à apporter. Et j'ai compris qu'en fait, toutes les souffrances servent à quelque chose, même si beaucoup de gens restent presque définitivement prisonniers de leurs souffrances, en se servant ensuite pour juger les autres, alors que j'ai compris que c'est en les reconnaissant que je pouvais toucher ceux qui peuvent avoir besoin de moi et qui vibrent avec ce que je dis. Oh. Alors, je vais terminer juste par une dernière question qui amènera aussi ton mot de la fin, je pense, puisque tu as parlé de cette difficulté à prendre sa place. Donc ma question, ce serait une question ou un mot que tu peux adresser à tous les enfants, garçons et filles du monde, et tous les enfants qui sont enfants et tous les enfants en chaque adulte, donc à tous les enfants de l'humanité. Que pourrais-tu leur dire pour qu'ils apprennent à prendre leur place sainement, à exister pleinement? C'est là que je me rends compte que je n'ai pas encore répondu à un des points que tu as soulevé, c'est sur le chamanisme. Le chamanisme, en fait, c'est l'art de vivre en connexion avec tous les êtres vivants, non seulement de notre planète, mais dans l'univers, en haut, en bas, au milieu. Et dans le chamanisme que j'ai retenu, parce que j'ai surtout été formée par les esprits, plutôt que par des hommes, même si j'ai rencontré beaucoup de chamans un peu partout dans le monde, en voyageant, ce que j'en ai retenu, c'est que nul ne peut être intermédiaire entre les esprits et nous-mêmes, et nul ne peut prendre notre place que nous-mêmes, et que chacun de nous est doté de force. Chaque enfant est doté d'une force incroyable, inimaginable, qui a permis à faire ce chemin de la grossesse jusqu'à la naissance sans que personne ne nous donne la main quand on a envie de vraiment s'incarner. Et j'ai envie de rappeler à tous les enfants de la Terre que nous avons tous un côté chaman qui est en fait porteur de la médecine. Et ce côté porteur de la médecine, nous en avons besoin pour nous-mêmes, pour pouvoir grandir dans la verticalité, garnie de puissance,
et pour pouvoir prendre sa place en tant que qu'on devienne d'abord son propre guérisseur, ce qui est rappelé curieusement par la naturopathie qui dit sois ton propre médecin, deviens ton propre médecin, et de rappeler à tous les enfants de la terre que la conscience chamanique est une conscience d'amour et que chaque être en fait a des trésors inestimables à apporter à tous les autres. Mais plus on y croit, plus on pratique, plus cette force, ces dons et talents mystérieux peuvent être ressentis. Et je rajouterai que les parents eux-mêmes doivent s'assumer avec leur côté chaman, leur côté médium, guérisseur, sans les mettre en opposition avec les autres côtés, parce que les enfants ont besoin de modèles pour pouvoir s'accepter, pour pouvoir s'assumer. Et un enfant bien entouré, même discrètement par des parents conscients, sera un enfant solide, fiable, capable et heureux de pouvoir aussi bien s'apporter que de porter secours à tout être en danger de tous les règnes. Tous les enfants de la terre ont besoin de faire la connaissance de leur côté guérisseur. Tous les enfants de la terre ont besoin, pour mieux grandir, d'être valorisés par ce côté mystérieux que l'on ne peut pas toujours expliquer. Pourquoi, quand on s'approche d'un chien, certains se sentent bien, d'autres nous donnent l'impression d'être plus agressifs. Et pourquoi, quand on se met à l'ombre d'un arbre, on se sent bien, ou que on a l'impression que l'arbre respire mieux et qu'on respire en harmonie ensemble. Et que les enfants, quand ils sont jeunes, qu'ils voient quelqu'un de malheureux, par exemple, un parent qui pose la main sur l'épaule de maman, ça va, papa, ça va. Et bien, ce côté qui pose la main sur l'épaule de quelqu'un, pour moi, c'est un des trésors de l'humanité que nous ne devons pas perdre et que nous devons encourager les enfants à oser être, à oser la générosité, à oser briller. Merci beaucoup pour ces belles paroles. Merci aussi pour cette interview qui effectivement est assez étrange parce que c'est à la fois pro et à la fois tu es ma mère. Donc je me sens doublement honoré de ta sincérité, de la personne que tu es. Alors merci beaucoup Johanne Razana Mahai, maman. Et à bientôt. Merci. Au revoir.